Le Premier ministre Manuel Valls a donc affirmé hier soir sur Canal+ que 20 000 personnes faisaient l'objet d'une fiche dite S de renseignement en France, 10 500 pour leur appartenance ou leur lien avec la mouvance islamique. Les frères Kouachi, qui ont mené l'attaque contre Charlie Hebdo, tout comme Mehdi Koulibaly, auteur de la prise d'otage contre l'Hypercacher, étaient fichés S. L'auteur présumé de l'attaque du Thalys était lui aussi fiché S. Certains dirigeants d'entreprises comme Sophie de Menton demandent à avoir accès sous certaines conditions à ces fichiers pour protéger leur entreprise. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut savoir qui sont ces personnes fichées S? Vendredi, M6 affirmait que des employés d'entreprise travaillant à l'aéroport de Roissy faisaient l'objet d'une fiche S et auraient eu accès aux pistes de décollage. On vous attend au 3921, c'est le standard d'Europe 1, pour réagir sur ce sujet. Avec nous, pour en parler, Sophie de Menton, donc bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente du mouvement patronal éthique. Et puis Olivier Faure, bonjour, député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti socialiste. Sophie de Menton, vous venez d'écrire au ministre de l'Intérieur au sujet de ces fiches S. Qu'est-ce que vous lui demandez ? Absolument, à la demande des entreprises d'ailleurs qui sont membres du mouvement éthique, car d'abord nous saluons toute l'action qui est entreprise, les forces de police, etc. Et nous avons considéré que nous, chefs d'entreprise, nous avions une responsabilité. D'abord, nous sommes tenus par le Code du travail d'assurer la responsabilité de nos salariés. Et nous avions déjà interpellé, si je puis dire, le ministre de l'Intérieur lorsqu'il y a eu ce terrible attentat d'un chef d'entreprise qui s'est fait couper la tête il y a quelques mois. Et nous avons inversé la problématique en disant il avait un type parmi ses salariés qui était fiché S. Imaginons que ce soit nos salariés qui aient la tête coupée, on se tournerait quand même vers le patron en disant mais enfin qu'est-ce que vous avez fait, vous auriez Pourquoi avoir embauché cet homme-là alors embaucher ça, oui en tout cas comment ne pas savoir, est-ce que vous n'êtes pas surveillé, etc. Donc on a un devoir, je pense, de protection de nos salariés. Alors il ne s'agit pas du tout d'être caricatural. Il y a plusieurs stades dans le classement des fichiers S. Il y en a qui sont classés fichiers S et qui n'ont pas fait grand-chose, mais qui ont peut-être un peu changé de comportement. Donc il faut effectivement entretenir ces nuances. Cela dit, j'ai actuellement aujourd'hui au sein du mouvement éthique, j'ai 2 entreprises en particulier qui m'en ont parlé. Il y a celle formidable, une des plus importantes, qui est en train de faire toutes les installations, en particulier au Bourget, toutes les installations des foires et salons. Foires et salons, on le sait, ils recrutent très souvent en CDD, ils recrutent parfois au dernier moment, ils recrutent, et c'est bien, dans des banlieues, souvent pas faciles, des gens qui n'ont pas forcément une compétence incroyable. On n'a rien. On n'a absolument rien pour les contrôler. Et aujourd'hui, ça pose d'ailleurs problème. Ils sont en train de faire, pour tous les vigiles qu'on recrute, il n'y a plus de vigiles d'ailleurs, il faut le savoir, dans Paris. Tous les vigiles qu'on recrute font l'objet d'une enquête de proximité supplémentaire. Et la police a raison. Mais donc, ils sont démunis. On ne sait absolument rien sur tout ça. Alors, un patron a le droit aussi de demander un casier judiciaire. Est-ce qu'on peut imaginer, et ça, il faut réfléchir avec le ministère de l'Intérieur, il faut faire ça de façon avec du bon sens, il faut pas non plus rentrer dans des lois particulières. Il faut réfléchir avec bon sens. Il est légitime, lorsqu'il y a un salarié qui pose problème, il faut en faire la demande, il faut que le patron en fasse la demande, et il est légitime que ce soit signalé lorsqu'on le demande. Alors il ne s'agit pas de donner les noms, de balancer des noms comme ça. Il s'agit des entreprises qui le jugent bon en plus, pas toutes. Olivier Faure. Bon, d'abord, il faut rappeler ce que sont les fiches S, parce que effectivement, ce sont des fiches qui, on dit 10 000 donc pour les radicaliser, mais c'est un fichier plus large qui comprend 400 000 personnes, qui est un vieux fichier et qui comprend en fait toutes les personnes recherchées. C'est un fichier qui sert en réalité au service secret, et donc c'est une mise en alerte. Ça permet de dire sur telle ou telle personne, attention, il y a une espèce de voyant qui s'allume et on dit attention, celui-là on le surveille. Et par nature, ce qui est secret doit rester secret. Et à partir du moment où on dilapide une information, le risque c'est de ne plus permettre à nos services secrets de travailler et d'être dans une situation complètement impossible où ils travailleraient à livre ouvert en disant voilà les gens que nous soupçonnons. Et donc si on veut remonter des filières, des réseaux, ça devient absolument impossible. Et en même temps, on peut entendre la demande de Sophie de Menton qui est assez légitime. Et en même temps, on comprend très bien ce que dit Sophie de Menton, à laquelle il est déjà partiellement répondu par la législation actuelle, puisque en fait, il y a un certain nombre de professions ou d'entreprises pour lesquelles il y a des normes de sécurité qui sont supérieures parce que il y a un danger inhérent à l'exercice de l'activité. Je pense par exemple aux centrales nucléaires, je pense aux agents de sécurité, je pense aux agents de la SNCF. Ça n'est pas encore le cas. C'est pas le cas. Compagnie aérienne, c'est le cas
pour les agents de sécurité. Ça n'est pas le cas effectivement par exemple d'agents au bagage. Oui. Et donc là, il faut y remédier et il faut effectivement avoir une procédure d'habilitation comme c'est le cas pour les autres métiers. Il y a effectivement un certain nombre de renforcements qu'il faut adopter. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au bagage, on peut avoir des fichiers S dans les aéroports. Visiblement, ce qu'on a découvert, c'est qu'il peut y avoir aujourd'hui des gens qui avaient accès effectivement aux pistes, ce qui est absolument inconcevable. Mais il faut concevoir aussi le fait que jusqu'ici, le danger ne paraissait pas aussi important et surtout le sentiment d'une radicalisation aussi importante, etc., n'était pas peut-être venu nous frapper. Et donc, on est dans une situation où il faut à chaque fois réévaluer le danger, réévaluer à chaque fois le danger et donc répondre en fonction de cette réévaluation. Sophie de Menton. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'était pas aussi grave qu'aujourd'hui. On peut pas indéfiniment réagir au moment où les drames arrivent. Je pense que ça fait quand même un bout de temps qu'on le sait. Donc on aurait pu mettre en place des procédures qui soient un peu différentes. Alors, il y a déjà et le général simplement pour dire, vous l'avez dit vous-même, une fiche S, ça peut être simplement, absolument. Ça peut être vous, oui. Ça peut être moi, tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a peu de chance quand même. Parce que vous avez dans votre entourage des gens qui sont eux-mêmes fichés S et on peut concevoir le fait qu'à un moment donné, le service secret s'interroge sur les liens que vous avez avec eux. Donc l'entreprise verra elle-même et tout de suite les policiers diront mais non, là c'est vraiment rien et on le saura. En plus, encore une fois, toutes les entreprises n'ont peut-être pas besoin de le faire ni envie de le faire. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises. J'en ai beaucoup de secteurs qui m'ont écrit. On a vraiment une remontée assez intéressante du terrain là-dessus. Mais le général Favier, qui est très proche du ministre de l'Intérieur, puisque c'est le général qui dirige toute la gendarmerie, m'a déjà répondu. Nous a déjà répondu, a dit qu'on posait une question très intéressante sur laquelle ils étaient en train de réfléchir, ils l'ont pas éliminé et ils ont dit en tout cas qu'ils s'avançaient très sérieusement sur la piste de le faire systématiquement pour les entreprises classées Seveso, c'est-à-dire, je sais pas exactement ce que dire Seveso, mais c'est les entreprises effectivement à risque. Mais juste Sophie de Menton, ça veut dire quoi? Si par exemple vous voulez recruter quelqu'un qui est classé en fiche S, ça veut dire que vous ne le recruterez pas? Alors, bonne question. Parce que, d'abord pas forcément, parce que ça dépend du niveau, il y a je crois 16 niveaux ça va de 1 à 16. Donc, vous on voit ce qu'il en est. Vous aurez plutôt tendance à prendre quelqu'un qui l'est pas, honnêtement. On va être honnête. Pas forcément. Entre une personne qui l'est pas et une personne qui l'est, vous allez prendre un mec qui est classé fiche S. Non, parce que Olivier a raison. Il peut y avoir vraiment des classements qui n'ont rien à voir avec moi parce qu'ils sont suspectés ou ils ont connu. Et puis je crois que franchement, oui, mais enfin, attendez, mais on n'est pas aussi caricaturaux que ça, les chefs d'entreprise. Je vous signale que moi, j'ai recruté dans ma boîte des gens qui sortaient de prison, ce qui est pas très amusant, mais je m'étais engagée à le faire. C'est difficile, etc. Donc, il y a un moment où on est quand même tous solidaires. Et puis, deuxième point, d'une part, on peut le demander, et d'autre part, il y a aussi un rôle des chefs d'entreprise. On peut très bien imaginer qu'il y ait une formation, qu'on suive le type, etc. Et enfin, pour répondre complètement à votre question, il faut faire attention à l'histoire de discrimination, parce que si le code du travail ne change pas parallèlement à ça, je peux pas effectivement faire une ségrégation à l'embauche sans en avoir l'autorisation, etc. Donc ça pose des problèmes multiples. On va aller au standard d'Europe 1. On va continuer à en parler. On va prendre Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites c'est inquiétant de ne pas savoir qu'on a autour de soi des personnes fichées S. Bien sûr. Et puis dans les prisons, j'ai vu un reportage. C'était David Douillet. Et donc les directeurs ne sont même pas informés de la dangerosité, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et vous aimeriez quoi, qu'on sache qui sont ces personnes? Bien sûr. Enfin, voilà. Et puis on a l'OTAN en Europe. Enfin, on est quand même censé être protégé. Enfin, par l'Europe qui fait rien. Et à Bruxelles, ils sont même pas capables de surveiller une vingtaine de mecs qui sont complètement cinglés. Enfin, je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre. Ouais, ça vous laisse un peu sans voix. Merci. On va prendre Angèle également. Bonjour Angèle. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes pour qu'on révèle l'identité de ces personnes fichées S? Absolument, absolument. Moi, je trouve que très sincèrement, nous sommes trop frileux, qu'on arrête de parler de ségrégation, de discrimination. Regardez ce qui se passe dans les banlieues. C'est une vraie poudrière. Donc voilà, moi je peux pas comprendre que des gens voient leurs voisins faire entrer des armes. Personne ne dit rien. Personne ne dit rien et demain, tout le monde pleure parce qu'on est en train d'exploser à droite, à gauche. C'est inadmissible. On parle d'un pays des droits de l'homme, je veux bien. Moi-même, je suis étrangère, sénégalaise. Oui. Mais je trouve que
Les Français sont trop frileux. Les Français sont trop frileux, il y a trop de laxisme, on va y répondre dans un instant. Et puis vous allez peut-être réagir également à ces propos de Florian Philippot ce matin, qui était invité de BFM TV, qui a dit les fichiers S n'ont rien à faire sur le territoire national. Il y en aura environ 10 500 fichiers pour islamisme, ils n'ont rien à faire sur le territoire national. Là encore, vous pouvez réagir au 39 21. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Surtaxé. Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Faut-il révéler le nom des personnes fichées S pour la sécurité des entreprises et pas seulement dans les transports ou les aéroports? Pour en débattre, Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal éthique, et Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti socialiste. Et on va tout de suite au standard d'Europe 1, on va prendre Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez le sentiment que cette liste devrait être donnée, vous dites, aux employeurs, aux loueurs de voitures, aux compagnies aériennes et à d'autres entreprises? Bien sûr. Tout à fait. On nous donne des leçons, on nous dit qu'il faut qu'on soit vigilant, qu'il faut qu'on participe à la surveillance, etc. D'un autre côté, on forme des personnes pour reconnaître les signes de gens qui seraient susceptibles de passer à l'acte, entre guillemets. Et puis, à côté de ça, on a des fichiers qui existent. Et faut pas s'en servir parce que ça pourrait contrarier... alors là, faut arrêter. Je crois qu'il y a un moment où il y a des faits. Je suis tout à fait d'accord avec la personne qui disait qu'il faut arrêter d'attendre qu'il y ait des actes malheureux, qu'il y ait des actes comme il y a eu le week-end du vendredi 13 pour bouger. Oui, Isabelle, c'est vrai, mais alors je comprends bien et je partage ça, mais en même temps, c'est vraiment compliqué parce que quand vous dites donner ça à des loueurs de voitures, on peut pas mettre tous ces gens-là quand même au banc de la société, sachant qu'il y a 12 niveaux d'alerte. Ah mais moi je dis pas qu'il faut les mettre au banc de la société, je dis que par exemple, la personne qui a loué la voiture là, si elle avait été dans les fichiers, la personne qui est derrière le comptoir du loueur de voiture aurait pu alerter les services concernés et il y aurait peut-être eu un petit grain de sable dans leur attentat qui aurait fait qu'on aurait pu arrêter certaines choses à temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est pas de divulguer la vie de tous les gens. Moi, je travaille dans une grosse société où on travaille sur des projets qui sont confidentiels. Certains projets sont confidentiels. Si vous avez un casier vierge, vous y travaillez. Si vous ne l'avez pas de casier vierge, vous n'y travaillez pas, même pour une petite bêtise. Alors ça va pas sur le casier judiciaire pour l'instant. Là, c'est quand même, ça prend une dimension quand même. Est-ce qu'on sait quand même être réaliste et se dire que il se passe des choses graves, on nous dit et on nous rabat les oreilles en nous disant qu'il va s'en passer d'autres, et parallèlement à ça on a des informations, on ne demande pas d'afficher dans la rue des avis de recherche, on dit de communiquer des fichiers qui permettraient de donner l'alerte aux services concernés. Alors j'entends dire oui mais on va empêcher les services de renseignement de fonctionner correctement. Excusez-moi, mais jusqu'à présent ces fichiers n'étaient pas divulgués. Ils nous disent après qu'ils sont correctement. Non, j'ai pas l'impression, vu ce qui s'est passé vendredi 13. Donc je pense que c'est pas de le donner à travers et de le crier sur à voix haut-parleur, c'est de donner ces fichiers pour que le nom ressorte en warning et que quand il y a serait-ce qu'une... Alors vous allez me dire, on peut pas les empêcher de louer les voitures, mais on peut peut-être dire attention, ils ont loué des voitures, peut-être qu'on peut augmenter une certaine surveillance. Merci Isabelle de l'avoir dit sur Europe 1. Juste Sophie de Menton, vous imaginez ça comment? Vous êtes chef d'entreprise, vous recevez un CV et où vous voulez embaucher quelqu'un et vous appelez un numéro de téléphone où on vous dit s'il est S ou pas? Moi non, et encore une fois, à mon avis, il y a bien 80%. D'accord, non, mais pourquoi pas? Il y a, à mon avis, 80% des entreprises qui ne sentiront pas ce besoin. En revanche, il y en a peut-être 20%. Et alors, il y a plusieurs stades, parce qu'il y a aussi les gens, et je l'ai connu dans mon entreprise, qui se radicalisent. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, j'en avais dans mon centre d'appel, elles sont 7 à arriver voilées. Bon, du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc on est quand même démunis. Alors, c'est pas forcément elles se voilent, c'est encore un autre problème. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, un comportement qui change, etc. Ça, c'est quand la personne est employée. Elle est déjà employée. Et donc, et pour embaucher, vous faites quoi? Pour l'embaucher, alors il y a, pardonnez-moi, parce que si je dis qu'on a quand même une intuition quand on recrute, moi je recrute beaucoup à l'intuition, au rapport que j'ai avec cette personne. Si vous êtes mal à l'aise, que vous sentez que... vous l'embauchez pas? Alors,
je l'embauche pas ou je l'embauche ou j'hésite, mais je dois pouvoir poser la question si j'ai un doute. Mais on va être clair, si vous avez un doute, ça veut dire quoi? Si vous voyez une personne qui a un nom à consonance arabe, si vous comprenez que cette personne est musulmane, là vous appelez? Non, c'est beaucoup plus compliqué, ça dépend de la nature, ça dépend d'où il vient, ça dépend ce qu'il a fait avant, si j'ai appelé son employeur précédent, si l'employeur précédent me donne une bonne information ou pas, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais je dois pouvoir appeler un service spécial en disant j'ai vraiment des doutes sur un salarié, sur son comportement. C'est le délit de sale gueule, quoi. Est-ce qu'il est... Voilà, j'attendais que vous me disiez que c'était le délit de sale gueule. Non, mais maintenant, si on peut plus même regarder les gens, déjà on exige des CV aveugles, on pourrait aussi imaginer de pas les voir, en les recrutant. Olivier Faure. Oui, là, il y a une grande confusion. Moi, je comprends très bien l'émotion qui est née dans le pays après les attentats et de la nécessité de renforcer notre sécurité. En même temps, il faut faire attention à ne pas tout confondre. Là, on est en train de parler de radicalisation. On voit bien même la définition comme elle est difficile. Oui. Sophie de Menton commence à dire que des femmes qui se sont voilées dans son entreprise sont des femmes qui se sont radicalisées. Bon, on peut le considérer, mais en même temps, est-ce qu'elles sont un danger pour la société? On n'est pas non plus dans le même registre. A priori, non. Donc, il faut effectivement raison garder et faire attention à ne pas tout mélanger. Il y a 16 niveaux sur les fiches S. Il y a des gens qui sont simplement peut-être un jour en contact avec quelqu'un qui est lui-même fiché S, qui est lui-même un danger et donc dont on cherche à savoir quels sont les liens qu'il entretient avec des gens plus dangereux. On peut pas non plus mais les ça, mettre on le saura et donc l'employeur n'aura pas de problème. Moi, ce que je vous dis, moi je comprends très bien qu'il y ait un problème pour les gens qui sont réputés très dangereux parce qu'ils reviennent de Sirac ou d'Iri par exemple et qui sont en fait classés S, ça c'est la base, hein. Qui sont classés S16 et pour les entreprises qui permettent en fait, qui sont des entreprises où on a un danger par l'objet même de leur activité. Il y en avait qui conduisaient des métros. Je vous réponds exactement. Enfin, vous êtes quand même formidable. Je viens de vous dire tout à l'heure. C'est grave. Oui, c'est grave. Attendez, vous avez envie d'être conduit dans un bus ou un métro par un mec classé 16 ? Non mais est-ce que c'est possible d'aller jusqu'au bout d'une réflexion? Parce que ce serait, si on essaye d'être un peu à la fois discipliné et puis d'avoir un raisonnement qui se tienne. Moi, vous me dites tout à l'heure, pour les entreprises qui présentent un risque. Moi, je dis pourquoi pas sur les sites Céveso que vous dénonciez d'une certaine façon. Pourquoi pas sur les entreprises de transport, c'est une évidence. Sur les entreprises, sur les sites nucléaires, évidemment, c'est déjà le cas. Alors, pour reprendre l'exemple de sécurité, de Sophie Menton, un fichier S, on l'autorise à conduire un métro, par exemple? Mais il faut des procédures d'habilitation pour une raison. C'est là où il y a quand même une confusion, c'est que le problème du fichier S, c'est que si vous commencez à le dilapider, si vous commencez, y compris, à avertir les gens qui sont fichés S, qu'ils sont fichés S. Eh oui, je sais, c'est vrai. Comment vous allez faire pour les suivre? Pour les suivre. Imaginez que demain matin, je prends un exemple tout bête, mais imaginez que vous ayez quelqu'un, vous soyez fiché S. Et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien savoir si je suis recherché ou pas, et si on me surveille ou pas. Je vais tout simplement postuler dans une supérette. À partir de ce moment-là, on va me dire, monsieur, vous ne pouvez pas postuler ici parce que vous êtes fiché S, et donc je sais que je suis surveillé. Ça n'est pas, juste attendez. Pas forcément demandé. Donc c'est pour ça qu'il faut le limiter à certains cas très particuliers, qu'il y ait des habilitations, et qu'on ne fasse pas référence à la fiche S, mais une habilitation, comme c'est le cas pour les habilitations confidentielles défense, sécurité défense, etc. Soyons concrets, est-ce qu'on autorise un fichier S à conduire un métro, par exemple? Certainement qu'il ne faut pas laisser un fichier S16 ou un fichier classé, quelqu'un qui a une dangerosité. Effectivement, on va pas lui confier la conduite d'un métro qui peut être un objet d'attentat évident. Mais en même temps, moi ce que je souhaite, c'est qu'on n'utilise pas le vocable fiche S, mais qu'on demande simplement à ce qu'il y ait une habilitation, à ce que demande la RATP aujourd'hui, à ce qu'on puisse habiliter ses conducteurs, habiliter un certain nombre de ses agents, et dans le cadre de cette habilitation. Ça veut dire quoi habiliter alors? Ça veut dire que il y a une enquête qui est réalisée par les services de police. À part que s'il n'est pas habilité, on va comprendre qu'il est fiché S, quoi. C'est la même chose. Non, juste on joue sur aujourd'hui, vous avez des gens il y a des habilitations pour les sites, il y a des sites sur les sites nucléaires par exemple. Si on n'est pas habilité, on comprend qu'on a un souci. On comprend qu'on a un souci, forcément, bien sûr. On va faire une pause, on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous, c'est Europe 1. Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Notre débat porte sur les personnes fichées S. Faut-il révéler leur nom pour la sécurité des entreprises? On retrouve nos invités. Sophie de Menton, qui est présidente du mouvement patronal éthique. Et face à elle, Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti socialiste. Et le 39-21, c'est le standard d'Europe 1. On va tout de suite à Nice où nous attend Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe. Vous travaillez chez Air France et vous aviez envie de donner des précisions sur l'accès aux pistes. Ah oui, parce que j'étais un petit peu choquée parce que j'ai entendu par les députés. Il faut savoir que chaque société qui travaille donc sur Roissy
porteur d'un badge rouge. Et selon en fait votre poste que vous employez, vous avez différents accès, que ce soit au bagage, au fret, à l'embarquement. Oui. Donc du coup, nous avons une enquête de fait par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et celui-ci délivre ou non votre badge. D'accord. Donc j'ai eu des collègues. C'est la préfecture. Attendez, juste rester un instant pour bien comprendre. C'est la préfecture qui délivre le badge. Mais bien sûr, et il y a une enquête. Donc toutes les entreprises, ce n'est pas que Air France. Oui, c'est vrai. Et Air France Cargo a enlevé des badges. Air France Cargo a eu des badges enlevés. On enlève les badges très souvent d'accès à la piste. Mais parce que justement la préfecture n'a pas fait entièrement son travail. On ne peut pas non plus demander aux compagnies aériennes d'effectuer aussi un travail douanier, de police. Bien sûr. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, s'il y a un dysfonctionnement, ce n'est pas de la part des sociétés qui travaillent à Roissy, puisqu'il y a une enquête de fait. Donc comme je le disais juste avant, il y a eu des collègues qui travaillaient à la piste dont le badge a été retiré parce qu'ils avaient des affaires judiciaires en cours, mais qui ne concernaient en rien la sécurité des vols. C'était par exemple pour des pensions impayées. Des pensions alimentaires à payer. Donc vous voyez, c'était très surveillé et très encadré. Donc là, je comprends pas pourquoi il y a eu ces retraits de badges et pourquoi ça arrive maintenant. Ouais, et quand M6 affirme vendredi que des salariés travaillant à Roissy font l'objet de fiches S, vous comprenez que ça soit inquiétant quand même. Ah oui, je comprends tout à fait. Moi, j'ai pu travailler avec des gens qui étaient musulmans, qui pratiquaient le ramadan, mais en aucun cas, derrière un musulman ou quelqu'un qui a une longue barbe, il y a un terroriste derrière. Ouais, voilà. Effectivement. Merci Christelle, en tout cas, d'avoir dit. Et bonne journée à Nice. On va prendre Catel. Bonjour Catel. Bienvenue sur Europe 1. Vous vouliez dire que en fait ces services de renseignement normalement doivent travailler discrètement, et à partir du moment où on publie, où on révèle les noms de ces gens fichés S, ça fout en l'air leur travail en fait. Exactement. En fait, je pense que je vais pas ajouter grand-chose à ce que vient de dire avant la publicité Olivier Faure. C'est qu'on nous explique en long, en large et en travers depuis les attentats que les fiches S sont un outil de travail pour les services de renseignement pour suivre des personnes qu'ils soupçonnent d'actions terroristes ou en lien avec des actions terroristes. Donc si tout le monde est au courant de qui est fiché S, ils peuvent plus faire leur travail. Donc, ça veut dire vous avez raison, Catel, mais on peut pas quand même imaginer de laisser tout le monde dans la nature, de ne rien dire à personne pour une surveillance quand même aléatoire, parce que ce type de surveillance, on n'a pas les forces nécessaires étant donné le nombre de personnes fichées S pour les suivre régulièrement toute la journée. Donc là, je pense qu'il faut être beaucoup plus subtil. Il peut y en avoir certains. Je suis d'accord avec vous. Je comprends tout à fait que les gens soient inquiets de se dire mon voisin est peut-être fiché S après tout. Je comprends cette inquiétude. Ça dépend du niveau surtout. Mais comme le disait tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi graduer les entreprises et les fichiers. Je me suis expliqué tout à l'heure qu'il y avait différents types de fiches S et que effectivement, il y a pour certaines fiches S, il faudra interdire peut-être aux gens d'exercer certaines professions, de travailler dans certaines entreprises. Mais si on veut que le travail des services de renseignement soit efficace, on ne peut pas non plus divulguer tous les noms de toutes les personnes qui sont fichées. Sinon, ce sera plus efficace derrière de toute façon. Effectivement. Merci Catal. Alors justement, on va prendre un avis inverse. C'est celui de Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, bonjour. Je voudrais dire que je serais tout à fait d'accord que ces fichiers S, je ne sais pas comment c'est classé à l'intérieur, sécurité top ou bien sécurité maximale, de 1 à que 16, ces fichiers soient mis, que les gens carrément soient leurs photos et leurs noms soient affichés dans toutes les gares de France, dans tous les aéroports, dans toutes les parties sensibles de la population. Et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Et même, j'irai plus loin, de mettre ces photos et ces noms sur tous les réseaux sociaux du monde. Ils sont 20 000, Liliane. Je vais vous dire pourquoi. Ils sont 20 000, hein. Oui, ils sont 20 000, peu importe. Mais à la limite, on pourrait éventuellement tomber sur eux. Parce que je vais vous dire pourquoi. Qui mieux que nous, qui sont souvent les voisins de ces gens, qui les voient rentrer avec des caisses, qui les voient radicaliser les jeunes du quartier, qui les voient changer, qui voient leur attitude complètement passer du jour au lendemain. Ils vont plus au boulot, ils restent là, ils nous disent plus bonjour. Là, ils iront plus sur les fiches. Qui mieux que nous? C'est pas la police. Parce que la police, ils iront pas sur comme vous dites, les 20 000 personnes qui sont classées tous les jours. Par contre, nous, en tant que citoyens lambda, on les voit passer, on les connaît, on les voit revenir 6 mois après. On dit, tiens, il était où ce jeune? Je le voyais pas pendant pratiquement 7 mois et tout d'un coup, je le vois réapparaître complètement changé. Moi, je peux dire à la police, mais discrètement, excusez-moi, ce petit jeune-là, il est parti, il revient, il est complètement différent. Là, je peux informer. Mais si je reste chez moi planqué, je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur la fiche S et
que le jeune, on dit, ouais, il est parti faire un petit tour au Maroc, il est parti faire un petit tour je ne sais où, et puis que pendant ce temps-là, il est en Syrie, moi-même, je peux risquer ma vie, puisqu'il peut avoir fait des mauvaises choses, je passe dans la rue, je travaille sur Paris, je ne sais pas. Liliane, je voudrais qu'Olivier Faure vous réponde. Vous entendez Liliane, Olivier Faure qui dit, voilà, il faut même publier les photos de ces 20 000 personnes pour qu'on puisse les repérer. D'abord, ceux qui sont soupçonnés de radicalisation islamique, ce sont 10 500 personnes. Ça fait du monde quand même. Ça fait déjà du monde. C'est 20 000 fichiers S, dont 10 500 soupçonnés de radicalisation. Vous avez des gens qui sont tout à fait différents, qui sont qui correspondent à d'autres catégories. Cette proposition a le mérite de soulager celles et ceux qui craignent aujourd'hui pour leur sécurité, mais elle ne résout absolument rien. Madame, en réalité, vous pouvez très bien, si vous avez observé dans votre entourage des gens dont le comportement a changé, qui ont disparu pendant 7 mois et qui réapparaissent avec un comportement très différent, justement, c'est le devoir de chacun, c'est de les signaler aux forces de l'ordre pour qu'on puisse là, à ce moment-là, créer éventuellement une fiche S sur leur compte et essayer de vérifier ce qui s'est passé pendant les 7 mois d'absence pendant lesquels ils ont disparu. La fiche S, encore une fois, il faut rappeler ce à quoi elle sert. Elle sert au service secret. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en parle parce que c'est devenu un objet de polémique. Mais cette fiche, elle existe depuis 50 ans et cette fiche, jusqu'ici, elle n'avait pas d'autre vocation que de permettre à des agents des services secrets de se dire attention, celui-là peut-être qu'il est dangereux, il faut le surveiller. Mais donc vous êtes contre l'avis de Liliane de publier toutes les photos et tous les noms, par exemple. On ne peut pas livrer quelqu'un à la vindicte populaire. Il y a les droits de l'homme quand même. Liliane, ils refusent tous. Mais Sophie Lanton a raison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, vous vous rendez compte que dans ces 10 000 là, vous avez des gens qui sont simplement, on n'est pas avec des gens qui ont été condamnés, on est avec des gens qui sont soupçonnés. Ce qui est très différent. Allez-y Liliane. On ne peut pas créer une espèce d'état du soupçon avec les lynchages qui pourraient s'en suivre, etc. Liliane, allez-y. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à force d'utiliser ce fameux droit de l'homme, alors que les gens évoluent et vont plus vite que nous dans tout, est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment qu'il faudrait faire évoluer cette norme qu'on appelle les droits de l'homme. Au nom des droits de l'homme, on ne fait rien. Et après, on s'étonne tous que nous sommes, que les touristes ont des coups d'avance sur nous. Mais pourquoi ne faisons-nous pas évoluer ce droit de l'homme autrement? Aux États-Unis, ils font évoluer les choses. Faites évoluer les choses en disant, même si ce jeune il n'a rien fait, on pourra mettre ces personnes n'ont peut-être pas agi pour l'instant, mais ces personnes sont considérées comme dangereuses. Il faut à un moment qu'on nous ayons un coup d'avance. Ils ont toujours un coup d'avance sur nous. Essayons d'avoir un coup d'avance, ils vont sur les réseaux sociaux. Il faut que nous fassions autrement, ne serait-ce que pour les empêcher d'agir. Parce que moi qui vois, admettons que je sois terroriste, je vois ma photo, je vais dire mince, je pourrais rien faire là parce qu'ils me connaissent, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Au moins, on aurait un petit peu de paix, un petit peu de tranquillité. Et on sent la peur chez Liliane, effectivement, qu'il se passe des choses. Voilà. Essayons d'avoir un coup d'avance quand même. Et donc, imaginez que vous soyez totalement innocente et que vous soyez avec une fiche S malgré tout. Imaginez ce que ça peut provoquer. Non, parce que je ne pourrais pas être sur la fiche S si je n'ai pas. C'est un exemple. Bon, imaginez que vous ayez quelqu'un. Non, c'est intéressant ce qu'elle vous dit. Si on ne soupçonne pas de quelque chose, je ne peux pas être sur la fiche S. C'est ça ce que vous dites. Mais pourquoi on vous soupçonnerait pas? Il y a peut-être des gens qui ont considéré que vous aviez un comportement suspect et vous pouvez être sur une fiche S à un moment donné. Je préfère que la police vienne me voir et me surveille plutôt que de voir 154 personnes mortes qui n'ont rien fait. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui pourraient se retrouver sur ces fiches S qui ne sont absolument pas concernés par le terrorisme, des gens de leur entourage aussi qui pourraient considérer que c'est absolument fou de se retrouver avec des fiches S pour ces gens-là qui ne peuvent plus rien faire, qui ne peuvent plus trouver d'emploi, qui sont mis au banc de la société, etc. Qui du coup vont se radicaliser et qui pourraient, voilà, exactement, en venir à une forme de radicalisation. Si nous n'avons pas, le problème, c'est que si nous rentrons dans un système complètement arbitraire, avec des erreurs en pagaille, alors effectivement, nous risquons de radicaliser une partie de la population. Merci Liliane, en tout cas pour votre appel. On va prendre un dernier appel sur ce sujet. C'est Laura. Bonjour Laura. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour à tout le monde. Vous nous appelez de Marseille et vous avez une petite question justement sur les fiches S en nous disant à quoi ça sert. Voilà, à quoi ça sert si ce n'est que pour nous le rabâcher à chaque fois quand quelqu'un fait un attentat. C'est une bonne question quand même. Parce que ce que vous nous avez dit au standard, Laura, vous nous avez dit parce que ces gens-là, de toute façon, sont pas plus surveillés que les autres. Donc à quoi ça sert de faire des fiches S? On nous a dit qu'il n'y avait pas les moyens. Ben oui. Sophie Menton.
C'est quand même une bonne question. Non, je pense que très sérieusement, la preuve que ça existe d'abord, c'est que les services de police ont quand même repéré des individus qui avaient des comportements problématiques. Maintenant, quand quelqu'un est innocent, vous pouvez rien faire dans un état de droit. À quoi ça sert alors de faire une fiche S? Alors, ça pourrait servir beaucoup plus. C'est pour ça que je pense qu'il pourrait y avoir un service qui, à la demande, répondrait, y compris dans les entreprises quand on a des soupçons. On pourrait nous-mêmes, nous, chefs d'entreprise, signaler à ce fichier qu'on a quelqu'un dans notre entreprise qui se radicalise et qui va pas bien. Ça pourrait être dans les deux sens. Je pense qu'il y a peut-être un vrai travail, absolument, qu'il y a un vrai travail à faire. Il est vrai que pour l'instant tel que nous le vivons, dès qu'il y a un crime, un attentat, etc., on nous dit il était fiché S. Vaut mieux rien nous dire, de toute façon, à la limite. Rien nous dire, mais surtout, il faut nous quand dire. même encore une fois, comprendre à quoi ça sert. Et ça ne sert pas à rien, les fiches S. La fiche S, elle sert à signaler au service qu'il y a un problème avec tel ou tel individu. Et donc, à chaque fois qu'il franchit une frontière, à chaque fois qu'il a un comportement suspect, etc., cette fiche est nourrie. Est-ce que ça veut dire que ça permet de détecter à l'avance tout le monde? Non. Mais encore une fois, il y a des fichiers S de 16 niveaux différents. Ceux qui sont fichiers S16, ils sont vraiment surveillés, sur écoute, etc. Et ceux qui sont fichiers S1, effectivement, ils se baladent. Parce que et ça sert à être signalé quand on franchit les frontières, à part qu'il n'y a plus de frontières en Europe. À part qu'il y a malgré tout des aéroports, des endroits où il y a de la traçabilité qu'on essaye de faire avec le fichier PNR, etc. Enfin, on essaye d'avancer sur ces sujets-là. Mais ça ne sert donc pas à rien, mais ça n'est pas non plus une garantie absolue. Merci Olivier Faure, député de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti Socialiste. Merci Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, qui avait écrit au ministre de l'Intérieur au sujet des fiches S, et c'est ce qui nous a donné l'idée de faire ce débat ce matin. Merci d'être venu avec nous sur Europe. Dans un instant, le coin des râleurs, et on va se changer les idées. On va parler des vacances de Noël. On a des idées pour vous, justement, des bons plans, des astuces pour bien préparer ces vacances de Noël et des destinations pour vous. À tout de suite. Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et tout de suite, c'est le coin des râleurs. Vous pouvez réagir sur tout ce qui vous agace dans l'actu au 3921. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. J'appelle pour relais. Je suis scandalisée. Là, il y en a marre. Ça devient très désagréable. Bonjour Jean-Marc et Julie, je suis Yveline dans le Gers. J'apprends sur votre antenne que Madame Touraine accepte la mise sur le marché d'un médicament miracle contre le sida à 500 € la boîte. Ce médicament est destiné aux professionnels